Salut à toi, vous êtes très nombreux à m'avoir posé cette question pour 2022 concernant le financement et comment obtenir son crédit immobilier. Donc j'ai la chance d'avoir une interview aujourd'hui avec un courtier immobilier, donc en financement, d'accord. C'est une personne, Christelle, qui a plusieurs agences et qui travaille avec beaucoup d'investisseurs et qui va nous donner la température de comment emprunter en 2022, que demandent les banques, qu'est-ce qui a changé par rapport à 2021. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est ce qu'on va voir. À tout de suite. Salut Christelle, donc j'ai énormément de questions sur mon Instagram Vive de tes investissements des investisseurs, Bien surtout sûr. pour du locatif. Et donc j'ai fait appel à toi parce que tu es fondatrice d'un cabinet de courtage en financement, donc tu as plusieurs agences sur Bordeaux. Et donc Oui, moi voilà, je préfère questionner une personne qui est au quotidien avec les prêts immobiliers, également pour les investisseurs. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les investisseurs et non sur la résidence principale. ok. Et donc, comme toi, tu es vraiment au quotidien dans ce milieu-là, je pense que tu es une des meilleures personnes pour répondre à toutes les questions qu'ont les investisseurs aujourd'hui, parce que depuis début 2022, avec le HCSF, etc., les banques ont changé un peu leur politique. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, merci d'avoir répondu à cette invitation, pardon. Eh ben, avec plaisir. Donc, si tu veux te présenter juste en quelques mots. Ok. Bon, ben, merci beaucoup déjà pour cette interview, Jérémy. Donc, Christelle, donc je suis cofondatrice de Cap Financimo. Donc, nous sommes deux femmes à avoir créé Cap Financimo il y a 6 ans maintenant. Donc, nous avons 4 agences sur la Gironde et une agence en Dordogne, à Sarlat. Aujourd'hui, on n'a pas de cible préférée. On traite tous les dossiers, les investisseurs un petit peu chevronnés comme les primo-accédants. On est vraiment sur du financement global. Et c'est vrai que les règles, elles ont changé depuis janvier. Ça met tout le monde un peu dans une indécision générale puisque les règles ont changé et en plus, chaque banque a pris ses propres décisions en interne. Donc voilà, on va voir aujourd'hui comment je peux vous éclairer au mieux pour arriver à vous faire financer malgré ces contraintes et ces nouvelles règles. Ok, super. Donc déjà, la première question que j'ai à te poser, que j'ai également très souvent, et Mm. c'est une question très généraliste. On va rester dans l'investissement locatif pour cette question. Ce sera pas du tout pour la résidence principale. Ok. Donc, comment aujourd'hui avoir son crédit immobilier en 2022? Bon, alors, pour avoir son crédit, il y a quelques règles qui vont pas changer. C'est-à-dire que quand vous êtes face à votre banquier, il faudra surtout pas oublier que vous êtes face à un organisme bancaire, la banque postale, le crédit agricole, qui vous voulez, mais qu'avant tout, vous avez un humain. Et que cet humain, si vous lui présentez un dossier limite avec des comptes pas super sexy, des papiers pliés, je caricature, mais voilà, il aura moins envie de traiter votre dossier et moins envie d'y mettre son cœur et son énergie. Donc déjà, la première règle que je peux vous donner, c'est d'être dans une opération séduction et d'arriver vraiment face au banquier avec un joli dossier, avec des comptes propres. Alors, je vais décrire ce qu'un banquier appelle propre. Pas de refus de prélèvement, pas de rejet de chèque, bien évidemment, pas trop de jeux en ligne. Si vous jouez à l'euro million tous les mois, 30 euros ou 50 euros, bon, ça peut passer. Par contre, si vous êtes sur des sites de poker et qu'il y a beaucoup de prélèvements, des sites de paris, etc., la banque peut vraiment le voir d'un mauvais œil puisque eux, leur principal axe, c'est le risque, le risque, le risque. Est-ce que je finance cette personne? Et si oui, est-ce que j'ai un risque de non-remboursement? Et donc, est-ce que c'est un client qui pourrait être amené à un jour mettre tout son salaire chez Betclic et puis ne pas me payer? Pareil, c'est une caricature, mais ils le pensent vraiment comme ça. Ça arrive énormément. Il y a de plus en plus de gens justement qui jouent aux jeux en ligne et on s'en rend pas compte, mais beaucoup, beaucoup de monde d'ailleurs, pratiquement. Sinon, ils feront pas d'argent, les courtiers en paris. Exactement. Beaucoup de parieurs perdent énormément d'argent. Exactement. Donc, vraiment faire attention. De toute façon, quand vous allez présenter votre dossier dans le côté séduction, vous avez 3 mois, en fait, pour présenter des relevés de compte propres et qui donnent envie de vous financer. Donc, sur 3 mois, il faut faire l'effort de ne pas avoir de refus, de ne pas avoir des habitudes de consommation qui pourraient les gêner ou qui pourraient leur mettre la puce à l'oreille de se dire, oula, ce client est un client à risque. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, on a toujours la capacité de financer sans apport, même en 2022, même depuis le 1er janvier. En revanche, jamais sans épargne. Le fait de devenir propriétaire, même si c'est un investissement locatif, va amener des charges complémentaires, supplémentaires, telles que la taxe foncière, telles que des travaux ou des charges de copro. Même si votre business plan, quand vous arrivez à la banque, et dégage un cash flow important,
la banque déjà va pondérer souvent le revenu, donc n'aura pas la même façon de calculer que vous le cash flow, et va se dire, attends, il y a quand même des charges qui vont arriver, il y aura peut-être des travaux auxquels on s'attend pas dans 2 ans, 4 ans, 5 ans. Si aujourd'hui il y a 0 d'épargne, ils ne vous financeront pas. En règle générale, on est sur 3 000 euros d'épargne pour de l'ancien, 5 000 pour de la construction ou du neuf. Donc, deuxième règle très importante, pas forcément d'apport, mais de l'épargne obligatoire. On va avoir toujours le problème d'endettement. Les 35% désormais, qui ne sont plus 33%, donc on a gagné 2%, super, mais qui sont beaucoup plus contraints en termes de prise en compte des revenus, c'est-à-dire que, on le verra un peu plus tard sur une prochaine question, je pense, mais je vous détaillerai très, très précisément comment ils vont prendre en compte les revenus locatifs désormais. Mais aujourd'hui, le 35%, ils vont nous embêter. Quand on avait des marges de manœuvre en fonction du reste à vivre, c'est-à-dire en fonction de combien il va vous rester tous les mois dans votre poche après avoir payé le crédit, là, on n'en a plus. Ça veut dire que les 35% seront très rigoureusement respectés. Donc, ça impacte indirectement beaucoup les investisseurs. Énormément. Alors, cette règle, elle est censée protéger le consommateur. Donc, protéger n'importe qui, la personne qui va contracter un prêt. Je vais être plutôt pour d'un point de vue résidence principale, puisqu'il y a des personnes aujourd'hui qui arrivent à se surendetter avec des consos, des IMO, et bien sûr. Ça peut être difficile. Mais sur de l'investisseur avec un reste à vivre qui est correct, là, on est vraiment, je vais pas dire sur une punition parce que c'était pas le but, mais on est vraiment sur des gros bâtons dans les roues pour nos investisseurs. Exact. Voilà. Ok, donc pour résumer rapidement ce que tu viens de dire, bon, les règles sont un peu plus strictes en termes de taux d'endettement, même si on a gagné 2%, le restant à vivre malheureusement n'est plus applicable aujourd'hui. Exactement. Donc ça impacte obligatoirement les investisseurs parce que généralement les investisseurs, et moi je l'ai fait, je l'ai utilisé les années passées, les banques regardaient, du moins, financer parce que le restant à vivre était suffisant de leur point de vue. Ok. En termes pour les investisseurs, j'ai une question, c'est que les banques prenaient également donc tes futurs revenus locatifs. Un exemple, si je veux investir dans un immeuble qui me rapporte, je sais pas moi, 10 000 euros par an, les banques souvent prenaient pas 100% de mes revenus locatifs, prenaient 70, 80%, ça dépendait des banques, et les rajoutaient à mes revenus. Est-ce que c'est toujours le cas en 2022? Alors, là, tu as pris le cas qui était le moins favorable pour 2021 et les années précédentes, c'est-à-dire qu'on pondérait le revenu locatif, mais les années précédentes, on pouvait aussi faire du différentiel. Exact. Ce qui était magnifique, ce qui était sensationnel, puisque la banque, tout simplement, prenait le montant du prêt, prenait le montant des loyers, faisait une soustraction, et se disait, c'est bon, si le loyer rembourse la dette, on est bon, l'endettement n'est pas impacté. Exact. C'était beau, c'était magnifique, mais le HCSF a dit c'est fini, c'est trop risqué puisqu'on ne prend pas en considération un risque, par exemple de non-remboursement, un risque de logement vacant, etc. Et le risque indirectement, excuse-moi de te couper, mais ce risque, il prenait pas 100% de tes revenus locatifs. Donc, si tu prends une banque 70% de tes futurs revenus locatifs, indirectement, c'est 30% qui ne prennent pas. C'est l'estimation du risque de logement vacant. Oui, ça, c'était sur un calcul avec la pondération. Mais quand on était en différentiel, on faisait juste une soustraction. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, donc, c'est juste pour expliquer que ça n'existe plus. Oui, on ne peut plus faire de différentiel. Voilà. À partir du 1er janvier, toutes les banques refusent de faire du différentiel. Donc, c'était juste pour vraiment expliquer à quel point le consommateur de crédit en investissement va être un petit peu freiné. Par contre, ce qu'ils se sont dit, c'est que comme les banques veulent quand même financer, elles veulent quand même gagner des clients, au lieu de prendre 70% des revenus, elles vont prendre 90% des revenus locatifs désormais. Donc, c'est toujours pas ça, parce qu'on y perd toujours par rapport au différentiel. Je vais pas vous faire comment? Tu perds un peu, tu perds quelques... Le mode de calcul est différent. Je pourrais t'envoyer un mode de calcul, faire la différence entre les deux. Le fait de faire du différentiel n'impacte pas du tout. Le fait d'avoir 90% de revenus contre 100% d'un crédit, ça joue quand même beaucoup. Ça joue, donc, bien sûr. On est quand même beaucoup mieux que 70%. C'est déjà ça. On a gagné 20%, mais on a toujours le différentiel qui a sauté. Donc, un calcul, charge d'un côté, revenu de l'autre. Et pas soustraction pour annuler la dette. Oui, bien sûr. Voilà. Ok. Donc, aujourd'hui, en 2022, c'est un peu plus compliqué d'emprunter. Si on est vraiment clair et net, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu le vois, toi, dans tes dossiers au quotidien? Alors oui.
Pour de la résidence principale comme de l'investissement locatif, ces nouvelles règles elles freinent l'investissement locatif encore plus, puisque auparavant, on jouait sur le fait que le reste à vivre soit bon ou pas, chose qui aujourd'hui est bloquée par ce fameux 35% indérogeable, entre guillemets. Après, les banques, elles ont toujours joué avec des politiques plus ou moins strictes sur le financement. On a toujours été en vague. Moi, ça va faire 12 ans aujourd'hui que je fais du financement, pas à travers mon entreprise particulièrement, mais en général. Et on a toujours subi les aléas en fonction des nouvelles lois, en fonction des nouvelles règles, des lois aussi de défisc, parce qu'il y a pas mal de lois de défisc qui ont facilité l'investissement et du coup, les crédits ont été plus souples. Là, on arrive, par exemple, sur la loi Pinel, sur une petite fin, ça se dégrade. Et comme par hasard, les prêts commencent aussi à être un peu plus stricts. Donc, je pense que c'est par phase. Ça ne veut pas dire qu'en 2023, on n'aura pas un assouplissement, vu que ça change tous les ans et que les règles changent. Mais là, de suite, pour cette année, je pense que la chose la plus importante, c'est de présenter des dossiers au maximum carré, au maximum séduction pour la banque. Avec de l'épargne. Avec de l'épargne. Ça va être vraiment le plus important pour mettre toutes les chances de son côté. Ce qui est pas mal pour l'investissement, par contre, cette année, c'est qu'auparavant, on était sur des banques qui finançaient beaucoup sur 20 ans l'investissement locatif. Et elles ont agrandi ce délai jusqu'à 25 ans pour pouvoir permettre de faciliter la baisse du taux d'endettement. Donc, ça aide aussi un petit peu. On a des contraintes, mais de l'autre côté, on a des mini-améliorations qui nous permettent de jouer aussi. De toute façon, ce que je dis toujours, c'est que les banques ont besoin de capter des clients. Oui. Les banques ont besoin de faire du volume, ils ont des objectifs de volume, ils ont des actionnaires, ils ont Après, bon, ils gagnent pas énormément d'argent sur les crédits immobiliers. Néanmoins, c'est quand même un bon produit d'appel. Donc, exactement. Faut toujours penser business. Après, les banques, c'est leur objectif Bien sûr. de coller à la réglementation, mais elles peuvent changer de stratégie pour c'est ça. atteindre arriver à prendre du prospect, mais complètement. Du prospect et c'est ce que je dis toujours. Il faut, parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui me posent la question. Oui, Jérémy, en 2022, est-ce que tu penses que je peux emprunter? C'est une question que je peux pas répondre. Je peux te dire, comme tu l'as dit, faire un très bon dossier bancaire, quelque chose de carré, de propre, de savoir où tu vas, d'expliquer au banquier, que ton projet est sérieux et que tu connais ton projet, d'avoir de l'épargne, de pas être à découvert, de pas avoir 10 000 crédits conso. À partir du moment que tu es carré, tu mets toutes les chances de ton côté. Exactement. Après, c'est ça le plus important. Après, regarder à la télé, les banques ou tous les articles, les investisseurs locatifs vont plus pouvoir emprunter, etc. C'est faux. Aujourd'hui, il faut juste aller de l'avant et que tu présentes ton dossier au mieux, tu ailles sur des projets dont tu crois et y aller avec volonté. C'est ça le plus important. Moi, mon premier investissement était en 2013, juste pour la petite histoire, Christelle. Bien sûr. Les taux étaient presque à 4 à l'époque. Bien sûr. C'était complètement différent. Pareil, bon, il y avait le restant à vivre, mais bon, je gagnais moins, mais les taux étaient à 4, donc ta capacité d'emprunt était largement moins élevée. Et à l'époque, je disais, et quand j'achetais mon premier immeuble de rapport, je m'en rappelle très bien, l'ancien proprio me disait, écoute, à 4, tu as trop de chance, c'est très très bas. Moi, à l'époque, j'avais emprunté à 9. J'étais à 9, ouais. Et à l'époque, il me disait, profites-en, emprunte. Et aujourd'hui, à 4, tout le monde dit, mais c'est incroyable, c'est hyper élevé. Et du moins, la nouvelle génération d'investisseurs se dit, nous, on emprunte à 1,20, 1,30. OK, il faut emprunter, mais c'est plus difficile qu'à l'époque. Et sincèrement, comme tu dis, c'est par vague. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais énormément de difficultés à me faire emprunter. Aujourd'hui, je pense que c'est encore un peu plus facile malgré le HCSF et tout ça. Il faut juste aller de l'avant et avoir de la volonté. C'est sûr. Carré rigoureux dans ces dossiers, tout simplement. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. De toute façon, ça va être Je pense que si les personnes en 2022 ont des difficultés à se faire financer, la meilleure chose qu'elles puissent faire, c'est de mettre en place la meilleure stratégie possible pour se faire financer en 2023. Enfin, je sais pas si c'est hyper. Ça peut être une année d'épargne. Ça peut être, excuse-moi. Mais en fait, ça peut être une année d'épargne. Bon, il y aura d'autres questions, donc on pourra développer, mais ça peut être une question de contrat de travail, de plein de choses. Donc, sur la question. Donc, le conseil numéro 1 que tu donnerais à un investisseur aujourd'hui qui veut investir, je sais que tu l'as dit en introduction, qu'il faut un dossier carré, etc. Mais si tu as un seul conseil à donner en une phrase, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil principal? En fait, alors ça va paraître très basique, mais avec ces nouvelles règles qui nous contraignent, si je vous donne un conseil, c'est d'aller faire votre crédit entre janvier et avril-mai, puisque les banques, elles repartent à 0 en fait en janvier, et elles seront extrêmement plus souples entre janvier et avril-mai. Alors après, on connaît les banques, juin, juillet, août, il se passe
pas grand-chose, elles travaillent, mais il y a normal, tout le monde part en congé, etc. Et ensuite, de septembre à décembre, elles ne prennent que les dossiers excellents, avec des profils magnifiques, de l'épargne, un prospect qui les intéresse, qui vraiment va leur faire gagner de l'argent sur d'autres produits peut-être aussi, comme de l'épargne, en devenant client chez eux. Donc, si j'ai un conseil à vous donner en 2022, les gars, c'est qu'il faut y aller maintenant. Il faut y aller entre janvier et avril. Évidemment, faire un dossier joli, etc. Ne pas avoir de refus, ne pas dépasser son découvert autorisé. Enfin, voilà, se rendre propre auprès de la banque. Mais surtout, de préparer votre projet en début d'année, de le faire financer en début d'année. Je pense qu'on augmente ses chances de 70% en début d'année d'obtenir son prêt par rapport à la fin de l'année. Et nous, en tant que courtier, on ne fait que du financement. On fait 80% de notre chiffre d'affaires entre janvier et juin. Ah ouais. Donc parce là, que t'es en grosse période là actuellement. Ah, mais complètement. Là, on est sur la période où c'est parti, on est reparti à zéro, nous aussi, sur nos objectifs. Et on est obligé de se caler. Ouais, c'est pour ça qu'on a eu du mal à trouver un créneau pour faire cette ça y est. Ça commence. Bon, je resterai disponible pour toi, quoi qu'il arrive. Ne t'inquiète pas. Bon, voilà. En tout cas, faites votre projet en début d'année et ça va vraiment vous permettre que les banquiers aient les oreilles beaucoup plus ouvertes que entre juin et décembre, où entre les congés et les objectifs atteints et donc une demande de dossier parfait, ce soit un peu plus compliqué. Super. Alors, j'ai une question aussi que j'ai souvent, à mon avis toi aussi, c'est est-ce qu'il est obligatoire d'être en CDI, d'accord, pour avoir son crédit IMO pour du locatif? Voilà. Et là, on arrive sur la question où, si vous allez sur Google, vous avez à peu près 50 réponses différentes. Ouais. Donc, heureusement, non, pas besoin d'un CDI. Alors, comme on l'a vu, la banque, elle va vraiment se mettre sur une phase de sécurité. Je donne, on dit on ne prête qu'aux riches, mais c'est pas ça vraiment. C'est je ne prête qu'à ceux qui vont vraiment me rembourser. Donc, CDI, c'est magnifique, c'est suprême, c'est le Graal. Même si aujourd'hui, je pense que ça veut plus exactement dire la même chose qu'il y a peut-être 10 ans, mais voilà, psychologiquement, les banques CDI, elles adorent. Mais elles financent aussi des CDD, les intermittents du spectacle, les fonctionnaires qui sont en CDD mais pas encore validés, les primes des CDI, parce que c'est pareil, prise en compte. Alors, si on va faire poste par poste, CDI, 100% des revenus. Si vous avez des primes parce que vous êtes agent IMO, 70% des primes sur les 2 dernières années en licence. Si vous êtes en CDD ou intérimaire ou intermittent du spectacle, il nous faudra 2 ans d'ancienneté. Ça veut dire moyenne des 2 dernières années, sans pondération. Mais la banque va demander qu'il y ait un espèce de lissage, parce que dans ces métiers-là, on a souvent des hauts, des bas, des fins de contrat, du coup des bulletins de salaire beaucoup plus hauts que d'autres. Pour se faire une idée d'un revenu officiel, on lisse sur 2 ans. On va pouvoir prendre des revenus de CAF. Ça compte parfois pour avoir, quand on est à 37% d'endettement, du moment que le dernier enfant est jeune. Donc, en général, c'est moins de 7 ans pour le dernier enfant et on prend la CAF pour financer. Ça rentre dans les revenus. On va avoir les rentes pour les personnes qui sont handicapées. Du moment que c'est une rente à vie, ça se prend à 100% pour le crédit IMO. Donc, peut-être derrière des difficultés si elles sont handicapées pour l'assurance ou des exclusions, mais en tout cas, elles peuvent être financées. Okay. Et la pension alimentaire, et je pense que c'est fini, la pension alimentaire peut être prise aussi en compte en fonction de l'âge de l'enfant. Si votre enfant a 17 ans et que la pension s'arrête au 18, bon, on n'y compte pas trop. Mais si l'enfant a moins de 10 ans, en général, il la prenne à 100%. Okay. Donc, n'importe quel contrat de travail va être finançable. C'est juste l'antériorité et la prise en compte du revenu qui va être différente en fonction du contrat, CDI ou pas. Mais si vous êtes en CDD ou en intérim ou intermittent du spectacle, allez acheter parce que rien ne vous empêche de le faire, rien ne vous empêche d'obtenir un crédit du moment que vous avez 2 ans d'ancienneté. Ok. Et en termes d'apport, est-ce que, par rapport à 2021-2020, est-ce que tu as vu une évolution de la demande d'apport, même si tu en as parlé un peu précédemment? Tout à l'heure, ouais. Mais en moyenne, est-ce que l'apport demandé par les banques est supérieur aux années précédentes aujourd'hui? Donc non. En 2022, non? Non, franchement, on n'a eu aucune évolution de ce côté-là. Bon, ils pouvaient pas tout nous faire non plus. Hein. Ouais, non, c'est sûr, mais bon. Ça aurait été dur. Ouais. Mais non, alors, on peut toujours financer avec 0 d'apport. Comme on l'a vu tout à l'heure, les banques, c'est... Quand tu dis 0 d'apport, parce que ça aussi, j'ai cette question, c'est du 110% ou c'est tu vas financer les frais de notaire?
Non, 110%. Zéro 110%, tu ok. ne mets zéro de ta poche. Tu as de l'argent de côté, comme on l'a vu tout à l'heure, mais tu ne mets pas d'argent dans ton financement. Et ils t'obligent à consommer chez eux souvent ou pas les banques? Parce que bon, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Et que Ah t'en as bah pas, oui, ah imaginons, bah t'as de oui. l'argent. Voilà, ok. Ah, on est d'accord. Si on fait par étapes, donc pour l'apport, aucune obligation d'apport. Après, chaque banque a ses demandes commerciales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai 50% de banques qui sont OK pour faire du sans apport et j'en ai 50 autres pourcents qui vont me dire sur de l'investissement, il me faut au moins les frais. Frais de D'accord. notaire, frais de garantie. Ouais. Je caricature environ Oui. 10%, puisqu'on a D'accord. 8% de frais de notaire, garantie, ça va dépendre du montant, mais voilà. Donc, on a quand même une banque sur deux qui finance sans apport tant qu'il y a de l'épargne à côté. C'est Hmm. super, surtout pour l'investissement locatif, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est de sortir le moins de sous possible sur du locatif et que ça paye automatiquement le crédit, que les loyers payent le crédit. Ok. Maintenant, les banques, toutes, sans aucune exception, vont vous demander de devenir client. Quand tu parlais de contrepartie ou de venir Ouais, voilà, bien sûr. travailler avec elle, une banque qui va vous financer va vous demander, quoi qu'il arrive, de mettre vos revenus, quels qu'ils soient, de la CAF, de vos salaires, de vos futurs loyers, de devenir client, de prendre très souvent la multirisque habitation du bien qu'elle finance chez eux, chez elle. Et après, derrière, il y a peut-être des contreparties qui vont être de l'épargne, etc. Ça, c'est au cas par cas. Mais au minimum, on va avoir la domiciliation des revenus et la multirisque habitation du bien qu'elles vont financer. D'accord. Si vous dites non, elles ne vous financent pas. C'est vraiment une contrepartie sine qua non. Elles ne veulent plus aujourd'hui être un compte de dépôt, c'est-à-dire le crédit qui sort, les loyers qui rentrent et qu'il ne se passe rien. Elles veulent vraiment devenir votre banque et stopper au maximum la multi-bancarisation, donc le fait d'avoir plusieurs banques. Hmm. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, bon, les banques perdent de l'argent en fait quand on laisse l'argent en compte courant. Parce que Eh les oui, taux sont négatifs à Banque centrale, ils ont un pourcentage à mettre en Banque centrale. On ne va pas oui, rentrer dans les détails et aujourd'hui perdent énormément d'argent. Parce que moi, quand je travaillais, mon ancien métier, c'était à la Rothschild. Bon, c'est des gros, gros clients, hein, bien sûr. eh oui, Et bah, bien sûr. tous les clients qui avaient de l'argent en compte courant, on était obligé même, bon, la banque pensait les facturer, mais au final, on devait appeler les clients pour leur dire, écoutez, Oui, il faut placer l'argent, etc. Parce que malheureusement, les banques perdent de l'argent en compte courant. Donc aujourd'hui, c'est sûr que si c'est juste un compte de dépôt et tu laisses ton argent la banque va pas gagner d'argent sur toi, donc elle n'a aucun c'est ça. intérêt à te financer. Au final, elle va même perdre de l'argent en fait à te financer. Donc Ouais. c'est pour Et ça qu'elle demande de plus il en y a un plus. côté, les banques aujourd'hui peuvent prêter à une certaine hauteur de leur épargne. Aussi, également, oui. Exactement. Donc, le fait d'avoir un client qui ramène son épargne, même si c'est pas forcément des grosses sommes, ça leur permet au fur et à mesure de se constituer des nouvelles enveloppes à Exact, distribuer en bien sûr. crédit. Et ça, Mm. aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, clairement. Mm. Donc l'épargne est roi, en fait, si on doit résumer un peu Ouais. début 2022. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une gestion personnelle de son argent rigoureuse. Comme disait Christelle, absolument savoir gérer son argent au mieux pour l'épargner et ensuite ça donnera un maximum de chances pour investir dans Exactement. l'immobilier locatif. J'ai une dernière question Oui. par rapport à ton cabinet et tes agences. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes aux investisseurs immobiliers via ton agence pour Alors, nous, réduire? on fait, Parce qu'il oui, y a bon, beaucoup, rapidement, petite session excuse-moi de te pub. couper Christelle, parce que moi j'ai Oui. également beaucoup de gens qui me Oui. posent la question, est-ce que je dois aller voir ma banque? Est-ce que je dois voir un courtier? Comment je dois faire? Quelle démarche je dois effectuer? Donc c'est pour ça les courtiers aujourd'hui sont très importants. Donc je Ouais. te laisse argumenter sur ce que tu leur apportes. Oui, alors je vais vendre plus le métier de courtier que mon cabinet, puisque Oui, bien sûr. aujourd'hui il y a des cabinets un peu partout et en fonction de où vous vous trouvez dans la France, vous aurez sûrement un super courtier à côté de chez vous. Aujourd'hui, les banques, de façon générale, quand on passe des partenariats avec elles, elles ont bien sûr besoin de financer par elles-mêmes des clients parce que comme ça, elles ne rémunèrent pas le courtier, mais aujourd'hui, elles ont surtout besoin de prospection gratuite, c'est moche, mais de prospecteurs gratuits, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir des personnes comme nous qui allons prospecter, allons monter un dossier, puisque les banques aujourd'hui, ce qu'elles veulent, c'est travailler le moins possible en physique. Elles se diversifient, il y a de la banque en ligne, il y a beaucoup de rendez-vous à travers des ordinateurs, etc., juste par mail. Voilà, ils veulent de moins en moins d'agents physiques en agence. Et donc, si on leur prémâche le travail et que ça réduit le temps de travail, évidemment, notre participation est la bienvenue. Pourquoi aujourd'hui il faut passer, de mon point de vue, et évidemment je n'en aurais pas un autre, par un courtier, c'est que chaque personne va se faire financer en fonction de plusieurs critères, de son apport ou son épargne, de ses revenus,
de son travail, son type de travail. Est-ce que vous êtes ouvrier? Est-ce que vous êtes artisan? Est-ce que vous êtes médecin? Est-ce que vous êtes en libéral? Enfin bon, voilà. En fonction de votre état de santé. C'est dur de le dire, c'est moche, mais ça joue beaucoup d'une banque à l'autre. On peut être plus ou moins bien accepté par l'assurance. Du coup, passer par un courtier, ça vous permet d'être certain d'obtenir les meilleures conditions de taux et d'assurance. Quand vous êtes seul face à votre banque, vous avez un organisme de crédit qui a ses propres règles, ses propres lois, ses propres besoins commerciaux, ses propres objectifs, et elle va déterminer le taux en fonction de ses objectifs. Donc, si je prends quelqu'un au hasard, monsieur, madame en couple, tous les deux en CDI, 50 ans, qui veulent acheter un investissement locatif, et que la banque dans laquelle ils sont, l'objectif de l'année, c'est pas de garder des vieux, c'est d'avoir des jeunes parce que ils sont en manque de jeunes, ils ont plus de projets, ils ont beaucoup de personnes qui ont de l'épargne, mais qui achètent plus trop, qui sont vieillissants. Et bien, ces personnes-là, malgré le super statut, puisque le côté confortable et sécuritaire, vont avoir un moins bon taux dans leur banque qu'un jeune qui va aller dans la même banque. Et en fait, tout se joue ici, c'est-à-dire que comme le client n'a aucune idée des performances commerciales et des besoins commerciaux de sa banque, il va y aller en se disant c'est bon, je suis un ancien client et je vais réussir à obtenir le meilleur taux, et c'est faux. Donc, si vraiment vous voulez vous assurer d'avoir les meilleures conditions, vous pouvez faire complètement seul une demande à votre banque. Comme ça, vous voyez ce que votre banque vous propose. Mais à côté de ça, si vous allez voir un courtier, le courtier, lui, va solliciter tous les établissements qui vont lui sembler être appropriés et efficaces en termes de taux, en termes même de financement en soi. Parce que comme on a vu, il y a des banques qui vont financer sur 20 ans le locatif, d'autres sur 25. Ça peut changer un endettement. Oui, bien sûr. Et vous comparez les deux. Et comme ça, vous allez directement à la proposition qui vous paraît la meilleure. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même plus envie de passer par leur banque parce que l'année dernière, elles ont fait une demande, elles ont vu les taux horribles, elles se sont dit c'est bon, on passe par un courtier. Mais pour toutes les autres qui restent encore sceptiques, optimisez vos chances. Passez par votre banque en perso, allez voir un courtier pour le reste, comparez et allez à celle qui sera la meilleure pour vous. Ok, très enrichissant. Avec Christelle, on a décidé justement de faire ce point-là vraiment tous les 6 mois à peu près pour voir un peu l'évolution du marché, des banques, etc. Donc, dites bien en commentaire si déjà ça vous intéresse. Dans un second temps, si vous avez des questions, comme ça, je pourrais les reposer à Christelle dans plusieurs mois. Comme elle, au quotidien, elle est en relation avec les banques, avec les clients. Je pense que voilà, c'est la meilleure personne qui peut justement donner une sorte de météo et comment les banques aujourd'hui financent et financeront demain. Donc, c'est important également d'avoir justement cette vision sur le marché immobilier, sur du locatif, parce que les règles changent tout le temps. Pour ceux, Christelle, ça fait de nombreuses années qu'elle est dans ce métier-là. Moi, ça fait également presque maintenant 10 ans que j'investis. Et franchement, ça change tout le temps. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise période. Il faut juste croire en ses projets et s'adapter. Il y a que c'est la règle vraiment numéro 1 dans l'investissement aujourd'hui, c'est s'adapter et aller de l'avant et pas écouter ce qui se dit dans la presse, à la télé, dans les journaux ou même sur les réseaux. Faut vraiment y aller et après s'adapter tout simplement aux conditions des banques. Voilà, merci. Si je peux juste conclure par une petite phrase, parce que ça me fait penser à ça quand tu le dis. On dit que les personnes qui réussissent en général, ce sont pas les plus fortes, ce sont celles qui s'adaptent le mieux. C'est vrai. Et je trouve que vraiment pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment le cas. C'est qu'aujourd'hui, on doit juste s'adapter aux normes, aux règles et essayer de passer entre ce qu'on nous impose pour arriver à se financer, c'est possible. Et une dernière phrase. Pour ceux qui hésitent encore d'investir un petit peu, c'est qu'à chaque fois, on se dit fallait investir il y a 20 ans, fallait investir il y a 15 ans parce que c'était moins cher, parce que si, parce que là, et puis aujourd'hui, je serais propriétaire, maintenant, c'est peut-être un peu trop tard. La seule phrase que je peux vous donner, c'est que le premier meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans, sûrement, mais que le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et je pense qu'on n'a plus aucune chance d'avoir une retraite à la hauteur de nos espérances suite à nos revenus salariés ou de travail, et que seul l'immobilier et au minima une résidence principale et bien sûr de l'investissement derrière pourra nous permettre d'avoir une retraite décente et de vivre correctement à ce stade de notre vie-là. Je vends pas une indépendance financière dans 15 jours comme beaucoup de faux comptes, etc., qui exagèrent et qui surfent en fait sur la vague de l'investissement parce que c'est une bonne solution, mais pas miraculeuse. Il faut travailler, il faut bien s'intéresser et bien s'informer.
et monter ses dossiers au fur et à mesure. Et puis, et je pense que c'est voilà, l'investissement aujourd'hui, c'est impossible de passer à côté pour sa propre indépendance financière, tout simplement. C'est clair. Et il y a un dernier point également, c'est que tu disais il y a 20 ans, c'était le meilleur moment, mais il y a 20 ans, les taux n'étaient pas du même montant. Donc, quand tu empruntais à 9-10, bon, même si en France, on est en amortissement, on va dire, voilà, mais 9% sur des montants de 100, 200 000 euros et 1% sur 100, 200 000 euros, on est d'accord. Donc, il faut pas penser en termes de prix. Faut vraiment, déjà, de un, on a des taux extrêmement bas aujourd'hui qui sont même inférieurs à l'inflation. Donc, ça, c'est une chance. Ça arrive pas souvent dans les cycles économiques. Déjà, ça, c'est très important. Et dans un second temps, le fait que tu empruntes à taux bas, presque gratuitement, parce que les taux sont inférieurs à l'inflation, voilà, ton financement, il te revient vraiment à rien. Donc, faut en profiter parce qu'aujourd'hui, les États avec le Covid s'endettent énormément. Aujourd'hui, les banques centrales, bon, qui jouent le rôle, voilà, ils rachètent les dettes de l'État pour laisser les taux bas, mais ça va pas durer éternellement. Et quand arrive un moment, tout ça va commencer à revenir dans la normalité, les taux obligatoirement vont remonter. Et là, tu seras très content d'avoir emprunté peut-être à 1%, peut-être, et je te le dis, en 2013, j'ai emprunté à 4. 2013, c'est il y a 9 ans. C'est pas non plus il y a oui, c'est pas il y a 40 ans, quoi. Voilà, exactement. Et quand tu vas te dire, les taux sont à 3, 4, parce qu'on va arriver dans une normalité de marché, tu seras très content d'avoir emprunté à 1 ou 1,5. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment. Il faut juste y aller et gagner du temps. Voilà, et être courageux et volontaire et rigoureux, comme l'a dit Christelle. Bon, je pense qu'on a tout résumé. Je pense que c'était une interview très enrichissante. Donc, merci Christelle en tout cas pour cette interview. Avec plaisir. Et puis, dans 6 mois, je te donne rendez-vous. En plus, c'est bien parce que, comme tu disais, en juin, juillet, c'est période creuse, donc on aura un peu plus de créneaux disponibles. C'est clair. Il fera beau, on sera bronzé. Il fera beau, c'est ça. Voilà, donc je pense qu'il y aura une plage peut-être derrière toi. Et puis, on verra l'évolution des politiques des banques. Oui. On verra ton ressenti sur ces 6 premiers mois, ce qu'il en a été par rapport au HCSF. Et si les banques ont donné du crédit plus facilement que les années précédentes ou pas, on verra ça dans 6 mois. Ok, super. Ça sera de nous orienter au mieux. Merci. Et avec plaisir, et puis à très vite. Et si tu as des questions entre-temps, même avant les 6 mois, on peut se faire des briefs et je te répondrai avec plaisir. Pas de souci, c'est gentil. Merci Christelle. À bientôt.